de Cousage, elle est très longue, parce qu'elle commence en 864, donc nous sommes au temps des Carolingiens. C'est une époque où il n'y a évidemment pas de château, où il y a seulement des grands domaines qui appartiennent à des propriétaires qui sont souvent d'anciens gallo-romains. Il se trouve que Cousage, en 864, possède une église, qui est une petite église de domaine, à la titulature de Saint-Christophe, qui est un saint que l'on prie souvent, soit pour les voyages, et c'est lui qui en particulier protège les voyageurs qui traversent les rivières. On le vénère aussi pour la chasse, et donc pour tous ceux qui, dans les forêts, chassent le sanglier ou chassent l'ours, c'est-à-dire des bêtes assez dangereuses. Au temps des Carolingiens, c'était un sport véritablement très pratiqué par la noblesse qui entourait Charlemagne et puis ses enfants. Et donc, il est probable qu'il y a sur cet emplacement un domaine gallo-romain, et donc plus tard carolingien, qui appartient à un dénommé Raganfred. Et ce Raganfred décide, pour le salut de son âme, de donner l'église, c'est donc sa chapelle, en réalité sa chapelle privée, de donner l'église à l'abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne, qui vient de se bâtir, qui vient de se construire. Cette église, donc, va devenir une église d'abbaye, appartenant à une abbaye. Plus tard, elle sera donnée à Saint-Martin de Tulle, à l'église donc de Saint-Martin de Tulle, et voilà pour l'église de Saint-Christophe. Le domaine, lui, c'est probablement un domaine de chasse, parce que immédiatement à côté se trouve l'immense forêt de Cousage, et au temps des Carolingiens, c'est certainement une forêt de chasse. Voilà donc pour cette époque, l'époque des Carolingiens. Dans la période suivante, c'est-à-dire au temps de la féodalité, lorsque nous arrivons vers l'an 1000, il est très probable que cette région appartient aux seigneurs de Malmort, qui se considèrent comme des princes, des gens vraiment de très haute noblesse, et ils sont propriétaires de pas mal de biens dans le secteur. Là encore, c'est certainement un simple domaine de chasse. Nous arrivons en 1231. En 1231, une des Malmort épouse un vicomte de Turenne. C'est Allemande de Malmort qui épouse Raymond V de Turenne, et elle reçoit en dot la seigneurie de Cousage. Donc ça passe des Malmort aux Turenne. En 1251, la vicomté de Turenne est partagée en deux. Toute la partie ouest de la vicomté est donnée à la famille de Pons, qui est une famille du Périgord et de la Charente, et tout le reste reste au vicomte de Turenne, qui est installé, lui, à Turenne. Et nous devenons, à Cousage, une zone frontière, parce que Saint-Sernin-de-l'Arche reste à la vicomté de Turenne et à Turenne, mais en revanche, l'Arche est donnée au seigneur de Pons. Autrement dit, Cousage devient un site frontière. Ça cesse d'être donc un simple domaine de chasse, et ça va devenir un château frontière. En 1300, où à peu près est construite cette tour. Alors il faut bien vous dire que ça n'est pas une tour de défense, parce que vous voyez bien que le site de Cousage n'est pas un site défensif. Ça se trouve à mi-pente, au pied d'une forêt où on n'a aucune visibilité. Autrement dit, si vos ennemis arrivent par là, ils vous coincent immédiatement, vous êtes incapable de les voir arriver. D'autre part, en dessous, c'est pas assez en pente pour que ça fasse une véritable défense. Bref, c'est pas un château de défense, pas du tout. C'est une tour de prestige, c'est-à-dire une tour qui est faite pour montrer qu'on est le seigneur du lieu, qu'on est le seigneur dominant, et donc par rapport aux gens de l'Arche, c'est pour dire, vous n'avancez plus. Vous êtes sur la frontière, vous êtes à Cousage, qui est la frontière. Pendant la guerre de 100 ans, le vicomte de Turenne va confier Cousage à un capitaine. Ce capitaine, c'est un Chavagnac, autrement dit un seigneur du Périgord, et il a l'avantage d'avoir à la fois des biens chez la famille de Pons, c'est-à-dire côté l'Arche, et des biens côté Turenne. Or, les Pons, ils étaient pro-anglais. Et donc, pendant toute la guerre de 100 ans, ils ont plutôt favorisé les Anglais. En revanche, les seigneurs de Turenne étaient plutôt pro-français. C'est donc astucieux d'avoir donné à un seigneur qui était à la fois ami des deux familles ce château à garder.
Alors on en a un épisode assez curieux. Pendant cette guerre de 100 ans, il y avait aussi des guerres féodales, et il y a eu une bagarre entre les chevaliers du vicomte de Turenne et les chevaliers de Donzenac. 3 des soldats de Donzenac ont été faits prisonniers et ont été mis dans cette tour. Dans, naturellement, le cul de basse-fosse, la partie basse de la tour. Alors ils ont prié Saint Martial. Saint Martial était renommé pour délivrer les prisonniers, un peu comme Saint Léonard. Ils l'ont prié, et immédiatement après, l'un des 3 prisonniers s'est mis à grimper sur le mur comme une chauve-souris. Il est dit dans le texte, des miracles de Saint Martial. Il a grimpé donc tout le long de la tour jusqu'en haut. Par miracle, il a trouvé une porte ouverte en haut. Et surtout, il a trouvé une corde. Ce qui fait qu'il a pu retirer ses 2 autres compagnons qui, eux, ne savaient pas grimper comme des chauves-souris. Et à partir de là, ils ont sauté du haut de la tour, là où vous êtes, ce qui prouve bien que Saint Martial les protégeait. Parce qu'ils sont arrivés en très bon état. Simplement, comme ils étaient prudents, ils ont enlevé leurs costumes, qui étaient des costumes de militaires, qui étaient probablement des cottes de mailles ou des choses comme ça. Ils se sont déguisés en pèlerins, je ne sais pas comment, et ils ont regagné Donzenac, à peu près sans encombre. Donc vous avez là, si vous voulez, un exemple de ce à quoi sert la tour de Cousage. Elle sert de prison. Elle sert aussi de salle de justice. Parce que c'est là que le vicomte de Turenne, pour toute la châtellenie de Cousage, c'est-à-dire toutes les paroisses alentours, rend la justice. Donc voilà pour cette période de la guerre de 100 ans. Alors après, je vais un peu vite. 2 familles vont se partager cette seigneurie de Cousage. C'est la famille de Roffignac qui vient de Saint-Germain-les-Bergnes. Et puis c'est la famille des Orgnac de Saint-Chamand qui vient de Lissac en réalité, parce que ce sont des gens qui ont eu des mariages avec la famille de Lissac. Alors eux, ils vont tenir le coup jusqu'en 1560, c'est-à-dire, disons, fin de la Renaissance, ou à peu près. À eux, eh bien, il y a probablement une partie des bâtiments qui se trouvent derrière cette tour, dont ils sont les constructeurs. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'études archéologiques vraiment pointues des bâtiments qui se trouvent derrière. En 1560, ces familles s'éteignent. Elles s'éteignent dans des familles auvergnates, comme les Saint-Nectaire ou autres, et pendant presque 100 ans, jusqu'en 1630, ce château est inhabité et inoccupé, parce que ces familles sont en Auvergne, elles n'ont qu'une raison d'être ici. Et donc c'est seulement à partir de 1630 que la famille de La Rochefoucauld, elle aussi venue d'Auvergne, décide de s'installer. Alors c'est pas les La Rochefoucauld très célèbres, c'est des descendants de cadets, c'est même des cadets de cadets, autrement dit une toute petite famille. Et elle se contente donc de ce château et des terres qui sont alentours. C'est probablement elle qui a construit la majeure partie des bâtiments, dont on a une idée dans un inventaire qui date de 1753 et qui montre qu'il y a plusieurs bâtiments. Beaucoup sont des bâtiments servant soit de granges, soit d'écuries, soit de choses de ce genre. Et puis, petit à petit, tous ces bâtiments vont être abandonnés. À la Révolution, les biens de la famille de La Rochefoucauld sont vendus parce qu'une partie de la famille a émigré. Et donc, après la Révolution, eh bien, tous ces bâtiments vont être plus ou moins, pas détruits, mais enfin, petit à petit, tombent dans l'oubli et la ruine. Donc, voilà ce que je voudrais que vous reteniez. Donc, une tour qui est une simple tour de justice et de prestige. Derrière, des bâtiments que malheureusement vous ne pouvez pas visiter parce qu'ils sont plus ou moins en ruine et qui doivent dater de la Renaissance et puis surtout du XVIIIe siècle. Et puis un immense domaine, parce que les La Rochefoucauld-Cousage étaient propriétaires de la forêt de Cousage et qu'il y avait à cette époque beaucoup de métairies, de domaines dans cette forêt. Donc il faut vous imaginer une famille noble, une famille assez prestigieuse, mais malheureusement pour elle très dépensière. Ils vivent souvent à la cour de Louis XIV ou de Louis XV. Ils font des dépenses énormes et donc ils vendent petit à petit tous leurs domaines qui se trouvent autour de Cousage.
Voilà, j'ai pensé à deux choses. Il y a une chapelle castrale, c'est-à-dire que dans le château, il y a une chapelle qui a dû être construite au XVIIe ou XVIIIe siècle et qui sert au seigneur de Cousage. Ensuite, il y a cette église Saint-Christophe qui, d'après certains, est une église paroissiale. Mais comme paroisse, ça veut dire que ça correspond purement et simplement à la forêt de Cousage. Parce que pas loin, vous avez l'église Saint-Martial de Chasteau, et c'est elle qui est la véritable église paroissiale, celle des villages. Ici, vous êtes vraiment aux confins de Chasteau, enfin de ce qui est maintenant la commune de Chasteau, et donc c'est très peu habité. Vous voyez, c'était le coin du Seigneur. Alors, chapelle paroissiale, oui, mais ça n'a pas dû dépasser, à mon avis, le XIIIe siècle, XIVe siècle. Après, tout le monde est allé à Chasteau. Et le seigneur de Cousage tenait pas du tout à avoir sur ses terres des manants qui venaient pour faire baptiser leurs gosses ou pour se marier. Vous comprenez bien que ce n'était pas son style. Donc il a laissé tomber en ruine la chapelle de Saint-Christophe, l'église Saint-Christophe. Et je crois qu'au XVIIe siècle, il a demandé aux paysans du coin de dire ce qu'ils en pensaient. Ils ont reconnu qu'ils n'y venaient plus, que c'était plus la peine de s'en occuper, et donc elle a été détruite carrément. C'est Chasteau, la véritable paroisse. Il y a des restes de... Et c'était pour tirer sur l'ennemi, ça. Ça ne voit pas là-bas. Ah. Ça faisait partie de aussi. Ça faisait partie de aussi. Ah ouais. Non. Il n'avait pas dit l'autre fois qu'il était descendu, hein? Daniel n'y est pas descendu, attends. Ah oui? Ah oui, pardon, je vais tomber, hein? Pardon. Ah voilà donc le bâtiment. Bah, tout à fait. Non. C'était les écuries. Hein. Ce bâtiment, on peut voir qu'il est défendu par de nombreuses meurtrières et couleuvries. Il atteste d'une origine ancienne, mais bon, il a été restauré en 1770. Donc il a été rénové en 1770 par des maîtres maçons de Marcillac-la-Croisille. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire là-dessus. Ce qui est intéressant à voir, c'est de voir la voûte et puis les meurtrières. Après, nous allons aller vers la fontaine. Ah oui, Vous imaginez que le château, s'ils l'ont construit, c'est parce qu'il y avait aussi un point d'eau pas loin. C'était le seul point d'eau de tout le domaine. Donc une source qui était certainement abondante. Et elle est souvent à sec là, parce qu'évidemment les entretiens ne se fait pas comme ils faisaient avant. Et ensuite elle alimente également un lavoir qui est juste en dessous.